Journal du duc d'Enghien. Jeudi 15, Ettenheim, 5 heures. Ma maison cernée par un détachement de dragons et des piquets de gendarmerie. Total de 200 hommes environ. 2 généraux, le colonel des dragons, le colonel Charlot de la gendarmerie de Strasbourg. 5h30, les portes enfoncées. Amené au moulin près la Tuilerie. Mes papiers enlevés, cachetés. Conduit dans une charrette entre 2 haies de fusillés jusqu'au Rhin. Embarqué pour Rheinau. Débarqué et marché à pied jusqu'à Pforzheim. Déjeuner dans l'auberge. Monté en voiture avec le colonel Charlot, le maréchal des logis de la gendarmerie, un gendarme sur le siège et Grunstein. Arrivé à Strasbourg chez le colonel Charlot. Transféré dans un fiacre à la citadelle. Mes compagnons d'infortune venus de Pforzheim à Strasbourg avec des chevaux de paysans dans une charrette. Arrivé à la citadelle en même temps que moi. Descendu chez le commandant. Logé dans son salon pour la nuit sur des matelas, par terre. Des gendarmes à pied dans la pièce d'avant. 2 sentinelles dans la chambre, une à la porte. Mal dormi. Vendredi 16, prévenu que j'allais changer de logement. Je suis à mes frais pour la nourriture et probablement le bois et la lumière. Le général Levet, commandant la division, accompagné du général Fririon, viennent me voir. Leur abord très froid. Je suis transféré dans un pavillon. Je puis communiquer avec les chambres de messieurs de Thumery, Jacques et Schmitt par des dégagements. Mais je ne puis sortir, ni moi, ni mes gens. On m'annonce pourtant que j'aurai la permission de me promener dans un petit jardin derrière mon pavillon. Une garde de 12 hommes et un officier à ma porte. Après le dîner, on me sépare de Grunstein, auquel on donne un logement, seul, de l'autre côté de la cour. Cette séparation ajoute encore à mon malheur. J'ai écrit ce matin à la princesse. J'ai envoyé ma lettre par le commandant, au général Levet. De la citadelle de Strasbourg, ce vendredi 16 mars 1804. On me promet que cette lettre vous sera exactement remise. Ce n'est qu'à présent que j'ai pu vous rassurer sur mon sort présent, et je ne perds pas un instant pour le faire. Toute ma crainte est que cette lettre ne vous trouve plus à Ettenheim, et que vous ne soyez en marche pour venir ici. Le bonheur que j'aurai à vous voir n'égalerait pas à beaucoup près la crainte que j'aurai de vous faire partager mon sort. Vous avez su par le baron d'Istratzheim la manière dont j'ai été enlevé, et vous avez pu juger à la quantité de monde que l'on avait employé que toute résistance eût été inutile. On ne peut rien contre la force. J'ai été conduit par Rheinau et la route du Rhin. On me témoigne égard et politesse, et je puis dire qu'à la liberté près, car je ne puis sortir de ma chambre, je suis aussi bien que possible. J'occupe avec mes compagnons une partie de l'appartement du commandant, et l'on m'en fait préparer un autre, dans lequel j'entrerai ce matin. On doit examiner les papiers que l'on m'a pris et qui ont été cachetés sur le champ, avec mon cachet et en ma présence. D'après ce que j'ai vu, on trouvera des lettres de mes parents, du roi, et quelques copies des miennes. Tout cela, comme vous savez, ne peut me compromettre en rien de plus que mon nom. Ma façon de penser ne l'ont pu faire pendant le cours de la Révolution. Je crois que l'on enverra tout cela à Paris, et l'on m'a assuré que, d'après ce que je disais, on pensait que je serais libre sous peu de temps. Dieu le veuille. A-t-on trouvé quelque chose de compromettant dans ces papiers? Non, rien du tout. Mais écoutez la suite. On cherchait Dumouriez, qui devait être dans nos environs. On croyait apparemment que nous avions eu des conférences ensemble, et apparemment, il est impliqué dans la conspiration contre la vie du premier consul. Mon ignorance de tout cela
me fait espérer que je pourrai obtenir ma liberté. Mais cependant, ne nous flattons pas encore. L'attachement de mes gens me tire à chaque instant des larmes des yeux. Ils pouvaient s'échapper, on ne les forçait point à me suivre, ils l'ont voulu. J'ai Féron, Joseph Canon et Poulain. Mon bon chien Moïlof ne m'a pas quitté d'un pas. Je n'ai encore vu ce matin que le commandant, homme qui me paraît honnête et charitable, en même temps que strict à ses devoirs. J'attends le colonel de gendarmerie qui m'a arrêté et qui doit ouvrir mes papiers devant moi. Il faut espérer et attendre. Adieu, princesse. Vous connaissez depuis bien longtemps mon tendre et sincère attachement pour vous. Libre ou prisonnier, il sera toujours le même. Signé Louis-Antoine-Henri de Bourbon, duc d'Enghien. Vous êtes resté longtemps sans savoir ce qui était arrivé? Près de 15 jours. Et puis, ce fut l'horrible nouvelle. Louis avait été fusillé dans les fossés de Vincennes après un simulacre de procès. Vous deviez être très seul et anéanti. J'écrivis à mon amie, la comtesse d'Équevilly. Ettenheim, ce 6 avril 1804. Puisque j'existe encore, chère comtesse, c'est que, assurément, la douleur ne tue pas. Grand Dieu, à quel affreux malheur étais-je réservé, au milieu des plus cruels tourments, des inquiétudes les plus douloureuses. Jamais l'horrible crainte qu'il puisse attenter à sa vie ne s'était offerte à ma pensée. Hélas, il n'est que trop vrai cependant que le malheureux a été leur victime, que ce jugement inique, que ce jugement atroce, auquel tout mon être se refusait à croire, a été prononcé, exécuté à l'instant même. Je n'ai pas le courage d'entrer dans les détails de cet affreux événement, mais il n'en est pas qui ne soit déchirant, il n'en est pas qui ne glace d'effroi. Seul, sans appui, sans secours, sans défenseur, accablé d'inquiétude, exténué de besoin, et après cette pénible route, sans lui laisser prendre un instant de repos que la nature épuisée réclamait, ils se sont hâtés de prononcer son jugement, pendant lequel le malheureux s'assoupit plusieurs fois. Quelle barbarie! Grand Dieu! Et il a fini, abandonné de la nature entière, sans qu'aucun être sensible ait partagé son sort et souffert avec lui, sans qu'une main amie ait essuyé ses larmes et fermé sa paupière. Oh, je n'ai pas le cruel reproche à me faire de n'avoir pas tout tenté pour le suivre. Le ciel sait si je n'aurais pas hasardé ma vie avec joie, je ne dis pas pour le sauver, mais pour adoucir les derniers moments de la sienne. Hélas, ils m'ont envié cette triste douceur. Prière, instance, tout a été inutile. Je n'ai pu partager son sort. Ils ont préféré me lisser cette triste existence qu'ils ont condamnée à d'éternels regrets, à d'éternelles douleurs. Je suis seule ici, c'est-à-dire seule avec mon père. Quelle situation! Je suis là et je suis bien mal. Mais où serais-je mieux? Vous le savez, chère comtesse, bonheur, espérance, tout dépendait de lui, tout reposait sur lui. Jamais on ne fut plus sensiblement, plus profondément malheureuse. Nous ignorons encore le sort de ceux qui l'ont suivi. Imaginez, chère comtesse, que mon pauvre Moïlof l'a suivi. Hélas,
c'est le seul ami qui lui soit resté. Je sais aussi qu'il m'a écrit que ces derniers moments m'ont été consacrés, et l'on a la cruauté de me priver de cette dernière marque de souvenir et de tendresse. J'ignorerai toujours ce qu'il a désiré. Ses derniers vœux ne sont pas remplis. Je flotte dans la plus cruelle des incertitudes. Je ne sais ce que je dois ni ce que je veux devenir. Perdre à la moitié de sa carrière l'être qu'on aimait le plus, celui dont on était uniquement aimé. Le perdre, hélas. Comment? Oh, mon ami, que de détails déchirants, que de circonstances cruelles, que de malheurs qui ajoutent encore à cet affreux malheur. Que de reproches n'ai-je pas à me faire? S'il ne m'avait pas aimé, il ne serait pas venu ici, et il n'aurait pas quitté ses parents, et il existerait encore. Est-il possible que moi qui l'aimais tant, j'ai pu troubler sa vie, peut-être hâter sa fin? Et combien cette pensée pèse sur mon cœur. Il y a 37 ans que j'ai écrit cette lettre. Et voyez-vous, mes amis, ces incertitudes et ces regrets me taraudent toujours. Le chagrin et la douleur sont là, tapis au fond de mon cœur, ravivant sans cesse mes blessures. Je me réfugie toujours plus dans le souvenir. Vendredi 16. Les précautions sont extrêmes de tous côtés pour que je ne puisse communiquer avec qui que ce soit. Si cette position dure, je crois que le désespoir s'emparera de moi. À 4h30, on vient visiter mes papiers, que le colonel Charlot, accompagné d'un commissaire de sûreté, ouvre en ma présence. On les lit superficiellement. On en fait des liasses séparées, et on me laisse entendre qu'ils vont être envoyés à Paris. Il faudra donc languir des semaines, peut-être des mois. Le chagrin augmente, plus je réfléchis à ma cruelle position. Je me couche à 11h. Je suis excédé et ne puis dormir. Samedi 17. Je ne sais rien de ma lettre. Je tremble pour la santé de la princesse. Un mot de ma main la réparerait. Je suis bien malheureux. On vient me faire signer le procès-verbal de l'ouverture de mes papiers. Je demande et obtiens d'y ajouter une note explicative pour prouver que je n'ai jamais eu d'autres intentions que de servir et faire la guerre. Le soir, on me dit que j'aurai la permission de me promener dans le jardin, même dans la cour, avec l'officier de garde, ainsi que mes compagnons d'infortune, et que mes papiers sont partis pour Paris par courrier extraordinaire. Je soupe et me couche plus content. Dimanche 18. On vient m'enlever à 1h30 du matin. On ne me laisse que le temps de m'habiller. J'embrasse mes malheureux compagnons, mes gens. Je pars seul avec 2 officiers de gendarmerie. Je trouve une voiture avec 6 chevaux de poste sur la place de l'église. On me campe dedans. Le lieutenant Petermann monte à côté de moi. Le maréchal des logis Blittersdorf sur le siège. 2 gendarmes. Un dedans, l'autre dehors. Ce sont les derniers mots qu'il écrivit dans son journal. Philippe, rangez-le dans le coffret, avec le journal du lieutenant Schmitt. Minute du procès. Aujourd'hui, le 30 Ventose, en 12 de la République. La commission militaire formée en exécution de l'arrêté du gouvernement en date du 29 courant s'est réunie au château de Vincennes à l'effet de juger le ci-devant duc d'Enghien sur les charges portées dans l'arrêté précité.
Le président a fait amener le prévenu libre et sans faire, et a ordonné au capitaine rapporteur de donner connaissance des pièces, tant à charge qu'à décharge, au nombre d'une. Après lui avoir donné lecture de l'arrêté susdit, le président lui a fait les questions suivantes. Vos noms, prénoms, âge et lieu de naissance. A répondu se nommer Louis Antoine-Henri de Bourbon, duc d'Enghien, 32 ans, né à Chantilly le 2 août 1772. A lui demander s'il a pris les armes contre la France. A répondu qu'il avait fait toute la guerre et qu'il persistait dans la déclaration qu'il a faite au capitaine rapporteur et qu'il a signée. A de plus ajouté qu'il était prêt à faire la guerre et qu'il désirait avoir du service dans la nouvelle guerre de l'Angleterre contre la France. A lui demander s'il était encore à la charge de l'Angleterre. A répondu que oui, qu'il recevait par mois 150 guinées de cette puissance. La commission, après avoir fait donner au prévenu lecture de ses déclarations par l'organe de son président, et lui avoir demandé s'il avait quelque chose à ajouter dans ses moyens de défense, il a répondu n'avoir rien à dire de plus, et y persister. Le président a fait retirer l'accusé. Le conseil, délibérant à huis clos, le président a recueilli les voix, en commençant par le plus jeune en grade. Le président ayant émis son opinion le dernier, l'unanimité des voix l'a déclaré coupable et lui a appliqué l'article de la loi du, ainsi conçu, et en conséquence, l'a condamné à la peine de mort. Ordonne que le présent jugement sera exécuté de suite après en avoir donné lecture au condamné. Fait clos et jugé sans désemparer à Vincennes, les jours, mois, et en que dessus. Tous les proches de Louis s'en sont allés, un à un. Son grand-père, le vieux lion, en 1818, son père, le duc de Bourbon, en 1830. Ma belle-mère, la duchesse de Bourbon, la tante de Louis, la princesse Louise de Condé et moi étions unis dans le deuil, essayant de nous réconforter. Mais pour sécher les larmes d'un intime, pour endormir la souffrance d'autrui, il ne suffit pas d'aimer. Il faut avoir passé par ce terrible apprentissage de la douleur. Il faut avoir pleuré. C'est mon tour maintenant. Attends. Oh non, Sophie, il n'est que temps. Je sais que je ne pourrai jamais reposer auprès de lui. Non. C'est auprès de mon frère Jules, que les révolutionnaires ont guillotiné, que je veux reposer au cimetière de Picpus, sous une simple pierre. Nous allons vous laisser vous reposer. Nous reviendrons demain. Oui, c'est cela, mes amis. Demain. Sophie, passez-moi le coffret, je vous prie. Merci, ma chère. Reprenez vos oiseaux.
mes aquarelles et le portrait du duc d'Enghien que j'ai fait au pastel doivent être remis à la comtesse Sophie Fouché, dont la tendre sollicitude fut un réconfort pour moi toutes ces dernières années. Au jardin de mon cœur, le chagrin est entré. Louis, le lys de France, a dû quitter sa rose pour un deuil éternel qui n'aura pas de fin. Il n'est plus l'être cher, il n'est plus l'être aimé. La main de l'ogre corse l'a fauché à jamais. Il est mort sans amis. Il est mort loin de moi. Seul un chien sur la tombe appelle en vain son maître. La rose s'est fanée à force de pleurer. Elle n'aspire plus qu'à rejoindre l'aimé. Pitié, mon Dieu, pitié, laissez partir la rose. Laissez-la de nouveau parcourir les allées de son cœur avec son bien-aimé.